Bien, vous avez la Merci. parole. Bonsoir, Oui, Monsieur Badji. oui, bonsoir. Je salue le grand doyen, notre grand frère, Monsieur Kofi Amnian, que j'ai connu au lycée de Bassar en 82, quand il a été toujours mobilisé aux côtés du peuple togolais, hein, dans sa simplicité, vous voyez, mais il est toujours égal à lui-même. C'est un patriote fin, et je le salue très chaleureusement. Je me souviens, on était allé même à Bangeli voir ta maman. Vous avez mis, mais ce qui m'a retenu le plus, c'est que nous avons lu beaucoup vos livres. C'était par tonnes, et vraiment, je vous salue. Et jusqu'aujourd'hui, encore au lycée de Bassa, tout le monde en parle. Oui, Monsieur Badji, à l'époque, vous étiez élève ou quoi? Oui, j'étais élève. En 82. Oui, Hmm. j'étais en première, alors. Ah, d'accord. Alors, bravo à vous, monsieur Yamian. Et je salue aussi mon frère très combatif, Amorin. Bon, alors, pour aller très vite, moi, je voudrais seulement faire disons, une contribution. Je vais dire ceci par rapport à Sylvanus Kwame Epifanio Olympio. Vous voyez, il y a de ces gens-là qui ne vivent pas longtemps, mais qui laissent n'est-ce pas, un héritage immense. Vous voyez, si je pense un peu à Jésus, notre Seigneur, qui en 3 ans a laissé quelque chose d'éternel. Epifanio Olympio, en 3 ans, de 60 à 63, il a laissé un héritage immense. Donc, il a, en tant que Togolais, en tant que citoyen togolais qu'il fut, en tant que leader togolais, son nom transcende le temps. Et il ne sera jamais oublié. Donc, M. Kofi a dit tout de suite, tout à l'heure, qu'il souhaite un jour qu'il vienne reposer en paix dans notre pays. Ça sera son droit, ça sera fait, et tous les Togolais doivent le reconnaître. Et nous devons y lutter pour ça. Donc, vous voyez un personnage, en réalité, pour résumer, son combat, c'est l'amour pour son pays. Et c'est ce que nous devons retenir, tous, les combattants aujourd'hui de la liberté, le MNLN, le M66, et tous nos frères et sœurs qui se battent nuit et jour pour qu'un jour, le soleil se lève sur notre Togo. Vous voyez? Et cet amour comprend quoi? C'est le combat. Pour l'amour, l'amour pour le Togo est passé par un combat. Pour que lui qui a connu la persécution, qui s'est révolté contre les injustices énormes faites au pays colonisé, il a travaillé pour arracher l'autodétermination et l'indépendance pour notre pays. C'est extraordinaire que nous devons avoir à l'esprit que tous ces combattants aujourd'hui que je salue, nous devons y travailler. Alors, pour y arriver, il y a, vous voyez, un certain nombre de qualités qu'il avait. Il était déterminé. Il était persévérant. Il avait le sens de la lutte. Il avait une vision qui portait tout cela pour aboutir à la liberté. Et il était rigoureux. Même on disait qu'il avait la rigueur des Allemands. Certains même le critiquaient d'avoir plutôt qu'il était on parlait d'autoritarisme au lieu d'autorité, parce que tellement il voulait que les gens aillent avec toute la rigueur qu'il faut, la bonne gouvernance, le sens du partage, la redevabilité. C'était cet homme-là. Moi, celui qui m'a parlé plus d'Olympio, c'est un oncle à moi, il est cabier comme moi. Vous voyez? Donc, il avait une assise nationale. Et l'assise nationale consistait en quoi? C'est que, vous voyez, dans tous ces discours, il parlait d'unité nationale. Donc, toutes les diversités ethniques du Togo devaient s'unir
devait être unie, devait avoir un regard d'ensemble. Je ne dis pas que je ne le peins pas en tout blanc, parce que tout homme a son revers. Mais il a travaillé à plus de 60-70% pour que le Togo sorte de l'ombre. Et donc, les élections législatives, les présidentielles, le pluralisme, la démocratie, il y a laissé des exemples. Aujourd'hui, nous avons vu, lui, en 3 ans, ce qu'il a fait. Les gens n'arrivent pas à le faire, ni même à 5% depuis 60 ans. Comparez les années 60 et comparez aujourd'hui où nous en sommes. Vous voyez le gap, vous voyez le trou, vous voyez ce qui manque, c'est énorme. Et on va laisser ces gens-là faire. Parce que, quelque part, ils sont fils de président, et puis, dans le désordre total, dans le tâtonnement, dans l'injustice, dans le viol permanent de la Constitution, dans le viol permanent de la morale politique. Vous voyez? Alors, et il y a travaillé pour l'indépendance politique et la souveraineté nationale. Je pense que on en avait parlé. Et l'indépendance économique, sociale, culturelle. Et le résultat était là. Économiquement, le pays, le Togo s'en tirait très bien dans les années 60. Et un autre héritage, Frère André, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre radio ou bien cette télévision? Ah oui, c'est... Ok. Ça va maintenant? Oui. Ok. J'arrive 2 minutes. Est-ce que... Donc, pour aller très vite, il y avait aussi, en ce qui concerne l'idéologie, l'héritage politique et nous allons parler du panafricanisme. Donc, vous voyez, Olympio, il a vécu le panafricanisme, il l'a pratiqué, il a montré l'exemple, ils ont montré ce qu'était le panafricanisme. Donc, le refus de la soumission à quelque puissance impérialiste que ce soit, c'était son point fort. Il était sur ce point intraitable, à tel point que il était détesté. Quand bien même qu'il avait une relation très étroite avec l'Allemagne et les États-Unis. Sur ce point, il n'a jamais lâché. Parce que pour que le pays se développe, il fallait travailler sur ce point-là. Voilà. Donc, nous avons tous suivi la création de la monnaie. Rapidement. Hein? Concluez rapidement. Oui, à travers la Banque nationale et puis le contrôle des biens, des ressources minières du Togo. Et il voulait avoir la maîtrise totale sur l'ensemble de la gestion de notre pays. Donc, pour finir, voyez, en tant que... C'est pourquoi nous ne devons pas permettre que des gens, soi-disant, qui viennent des pays, de n'importe quoi, de ces mercenaires politiques, qui viennent apprendre, enseigner aux Togolais ce que c'est que le panafricanisme. Nous l'avons vécu. Il n'y a aucun président de l'espace ouest-africain francophone n'a été plus panafricaniste que le président Sylvanus. C'est parce que la propagande impérialiste a empêché de montrer qui il était vraiment pour éviter un effet d'entraînement sur les autres pays. Donc, pour finir, je vais simplement appeler l'ensemble des forces vives, l'ensemble des compatriotes togolais, l'ensemble des mouvements à suivre cet exemple. Nous devons nous inscrire résolument dans cette démarche
et ne pas céder. Il faudrait de la détermination. Il faudrait qu'on se donne les mains. Il faudrait qu'on se donne les coudes pour pouvoir aller au combat final. Merci. Et notre combat final, c'est que ce monsieur-là doit dégager. Il ne sert à rien pour le Togo. Il ne sert absolument à rien et il doit dégager. Et que toutes les forces doivent s'y mettre. C'est pourquoi je salue notre ancien à 80 ans. Il est encore là pour nous montrer le chemin. Il y a encore d'autres forces, il y a d'autres personnalités. À travers le Togo, nous devons pouvoir nous donner les mains ensemble, sans exclure personne, en comptant sur la bonne volonté de chacun et de tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur André Badier. Je ne sais pas si le doyen le reconnaît. Ça fait très longtemps. Il parlait des années, je crois, 80. Oui, c'est. Oui, il y a quand même longtemps. Il peut Oui, pas il y a me longtemps. reconnaître. Moi, nous, on n'a jamais perdu de vue. Oui. Je me rappelle, j'étais venu en 82. Il y avait madame, il y avait le avec ma femme. Il y avait le vieux. Il y avait Lili Firmin, mon copain. Oui, il y avait également une vingtaine de jeunes Français et Françaises. Voilà. Qui vous avaient accompagné. C'était les jeunes bacheliers. Voilà, c'est ça. De l'école du lycée de Quimper. Et qu'on avait amené pour forer des puits d'eau. Oui. Et on avait offert des bouquins. Parce que quand on a vu que le lycée de Bassar, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bouquins, ni pour les maîtres, ni pour les élèves. Ouais. Donc, merci beaucoup. Quand on est revenu en 83, on a ramené 15 000 C'était énorme, ouvrages dans notre continent. Maths, physique, français, tout ça, la littérature, voilà. Et de toutes les classes. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà. Et je tenais à témoigner de ça pour ceux qui ne vous connaissent pas, que c'est aussi vous avez posé des actes concrets et que vraiment vous êtes un patriotique et que vous aimez votre pays. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Et bien des choses et je salue aussi mon frère Amourin. Merci. Merci, Merci, Monsieur André Badier. Monsieur André Badier, à l'époque, était élève, comme il a dit, en classe de première. Et puis après, enfin, des formations, il était devenu un gendarme. Et il a eu des problèmes. Il a dû quitter le pays pour se réfugier en Amérique avec le grade de lieutenant. Bon, si je ne me suis pas abusé, vous pouvez ajouter quelque chose, M. Badier. Je le connais de nom, en tout cas. Ah, ok. D'accord. Bon, le suivant, c'est Joseph Takeli, mon cher petit frère. Bonsoir, Joseph. Merci pour la patience d'avoir attendu longtemps. C'est un plaisir. La parole. C'est un plaisir, un devoir de devoir assister aux travaux de notre grand-père, père, grand frère, qui ne nous abandonne pas malgré quelquefois nos taquineries. Ali Camus et moi, il est toujours égal à lui-même, il nous pardonne toujours, il revient, on cause toujours. Je le remercie pour ça. C'est un exemple qu'il donne à notre pays, que quelles que soient les divergences, nous sommes toujours des Togolais. Et voilà, je le salue fraternellement. Et je suis très heureux qu'il ait fait allusion à c'est-à-dire au devoir de mémoire. Beaucoup de gens voudraient qu'on passe par perte et profit la personnalité de Sylvanus Olympio, qu'on n'en parle pas, qu'on dise que bon, écoutez, on ne peut pas évoluer si on reste dans le passé. Il y a un politicien togolais qui a osé dire ça.
Et je me suis dit que celui-là, il n'est pas sérieux. Donc, je voudrais que le grand frère me permette de le féliciter pour sa ténacité et son engagement pour nous autres qui, comme je l'ai dit de temps en temps, le taquinons. Ali Camus et moi, ces deux garçons-là qui le gênent, mais il nous enseigne par son comportement qu'il nous pardonne et puis il est toujours avec nous. Merci beaucoup, grand frère. Et j'aimerais saluer également mon camarade Amovin qui n'est plus, qui est tombé, je crois, il est sorti, il est parti, et pour la clarté de ses sorties, de ses déclarations ce soir. Je suis très fier de lui parce que nous avons fait le chemin ensemble. Depuis Lomé, en passant par Cotonou, il est parti au Canada, moi je suis arrivé aux États-Unis et je le salue chaleureusement. Il n'est pas là, mais bon, je le salue. Merci. Bon, j'aimerais saluer mon frère Badié, Yoda. J'ai écouté et je suis très fier de toi, du témoignage que tu viens de faire et de dire que tu es Kabyé, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que souvent, on présente Olympie comme l'ennemi des nordistes ou des Kabyés et tout ça, alors que nous avons des témoignages de nos parents qui nous ont bien enseigné que Olympio a été quelqu'un de rare, de rare, un don de Dieu à ce pays-là, mais le système a fait en sorte que nous ne soyons pas fiers de Sylvanus Olympio et qu'on ne le connaisse même pas d'ailleurs. Et je m'en vais donner deux exemples pour exhorter les jeunes à aller lire beaucoup sur Sylvanus Olympio, ils seront séduits. Et je crois que c'est vraiment le leader qui fait l'unanimité au Togo, malgré qu'on a voulu effacer son nom. C'est le seul leader qui est le père de la nation, le père de l'indépendance, et tout ce qu'on est en train de raconter en attribuant à quelqu'un d'autre, ces titres-là, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est Sylvanus Olympio, notre père. Ouais. Donc, je vais donner deux exemples aux jeunes pour montrer que les gens ont souffert dans leur peau du mensonge que notre pays a traversé et traverse jusqu'ici par rapport à Sylvanus Olympio. Et le premier exemple, c'est un jeune, il est grand aujourd'hui, il est aux États-Unis avec moi ici, un jeune Bassar qui avait à l'époque 12 ans et qui s'est retrouvé en classe avec une photo de quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. C'est la photo de Sylvanus Olympio. Mais il ne savait pas qui c'était. Il a vu la photo sous le lit de son grand-père à Bassar. Et puis il a pris la photo, il est parti à l'école pour filmer avec ses camarades. Il se montrait cette photo-là. Et malheureusement, un zélé du RPT a vu cette photo-là circuler parmi les élèves. Mais on a demandé, le gars fièrement dit, c'est moi qui ai amené ça. Ah bon? Tu connais celui-là? Il ne connaît même pas. On l'a tabassé à 100. Lui, le garçon Bassar qui ne sait rien, qui est dans cette photo-là, qui est cette personne dans cette photo-là, mais on l'a tabassé comme, il ne savait même pas pourquoi. Mais tu connais celui-là? Non, mais on l'a tabassé jusqu'à 100. Et il a préféré ne même plus se rappeler cette histoire-là. Il est parti à la maison, il n'a même pas dit ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que dans les années 90, il découvre cette photo-là qui circule. C'est la première fois qu'il voit cette photo donc il se dit, mais alors c'était une photo sérieuse, c'était un grand personnage. Donc un jour, je l'ai obligé à dire ça quelque part dans un live là. Il fait partie du MLN. Et il a décrit cette histoire-là. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai dit, je ne peux pas garder ça seul. Cela montre combien nous avons été torturés pour oublier l'image d'un personnage clé du Togo. Vous voyez comment on a voulu détruire effacer de notre mémoire historique l'existence même, le travail même de Sylvanus Olympio. Donc c'est aux jeunes que moi aussi je transmets ça pour qu'ils sachent que quand quelqu'un est grand, on s'acharne sur lui, on essaie de l'effacer de notre histoire. Ça ne se passera pas comme vous le voyez. Combien d'années après, on est en train de parler de Sylvanus Olympio. Nous devons être fiers de lui. Les jeunes, allez-y faire des recherches sur lui et vous serez fiers. Bon, le deuxième exemple, c'est un vieux monsieur, un jour qui me voit dans Adewi. Chaque fois, il me voit chez lui en train de prendre mon tchouk vers 15 heures. En ce moment-là, il va au travail.
Un jour, il n'allait pas au travail, je suis arrivé pour prendre mon pot comme d'habitude. On était jeune, bon. Il s'assied à côté de moi, il me demande, est-ce que tu sais pourquoi chaque fois que je te vois, je te sers à boire? Je dis non. Ça, c'est en 91. Non, je dis non. Il me dit, mon petit frère, nous, on a souffert. C'était un vieux monsieur qui devait avoir dans les 56 ans comme ça. Il travaillait dans je crois qu'il travaillait, il était gardien quelque part. Donc, il vient, il s'assied, il me dit, tu ne sais pas pourquoi je te donne à boire chaque fois que je te vois? Je dis non. Il dit que lui, il n'a jamais pensé qu'il y aura un jour des jeunes, surtout un jeune du Nord, je suis de Doufelgou, qu'un jeune de Doufelgou va venir rentrer dans ce combat-là pour prendre les positions que je prends. Qu'eux, ils ont grandi, ils étaient les jeunes supporters de Sylvanus Olympio, et quand il était mort, on venait de les recruter pour former la première armée togolaise. Donc, quand on dit que Sylvanus Olympio ne voulait pas d'une armée, c'est une façon de le rabaisser trop. Il était stratège, il savait ce qu'il faisait. Donc, il m'a parlé de comment ils ont souffert, du fait qu'on mentait dans le nom de Sylvanus Olympio. C'est ça. Il a dit qu'ils ont trop souffert de ça. Et il était très fier de moi, et il m'a encore donné à boire et il est parti. Donc, j'ai gardé ça. Il s'appelle Pandago de Baga. Et donc, voilà, des gens ont souffert de ce régime-là. Ils sont morts dans la souffrance. Donc, il appartient aux jeunes aujourd'hui. Nous aussi, on est en train de suivre nos grands frères Kofi Yamian. On est en train de vieillir aussi. Mes grands frères Ali Akondo. Et il faut dire aux jeunes que Sylvanus Olympio, c'est un trésor. Quand vous commencez par lire sur lui, vous découvrez des choses impossibles. Et notre frère Victor 2025 l'a dit, c'est un monument. Les Français avaient décidé que lui seul ne peut pas créer un parti politique au Togo. Parce qu'on le connaissait. Mais il a utilisé une astuce, une ruse, en transformant l'association de l'amitié franco-togolaise dont il faisait partie. C'est là où vous verrez le génie de ce monsieur-là. Les gens qui pensent que on doit être uniquement opposant, on ne peut pas travailler avec qui tel ou tel. Olympio faisait partie de cette association-là, de l'amitié franco-togolaise. C'est cette amitié-là, le culte, qu'il a transformé en parti politique. Vous voyez? Donc, si vous lisez, vous avez la chance de tomber sur les livres de le vieux, comment j'ai oublié son nom comme ça, ça m'échappe. Le vieux là, le doyen. Godwin Tété. Godwin Tété. Si vous avez la chance de tomber sur ces livres, c'est un trésor, regardez-les bien. Tombez sur les livres de Claude Améganvi, ça vous fera du bien. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à l'intention des jeunes en cette date du 12 janvier 2026. Soyons fiers d'avoir eu un monument comme Sylvanus Olympio et travaillons-y pour faire connaître sa personne. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Ouais. Monsieur Kofi, un mot à l'endroit de Joseph. Comment? Un mot à l'endroit de Joseph pour son témoignage, ou bien ses témoignages. Fakeli, non, j'ai trouvé que c'est bien. Tu donnes cette importance-là au savoir-faire, au savoir-être de la jeunesse à côté des moins jeunes. Merci. Je ne vais pas dire à côté des vieux. Moi, je suis vieux, mais pas vous. Ouais, merci. Voilà, mais c'est très bien, c'est la continuité, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à moi. Grand frère, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci Joseph, merci beaucoup pour ton apport. Ouais. Voilà. Encore une fois, je salue Victoire 2025. Je n'ai pas eu la chance d'échanger avec lui et il vient de me séduire. Je crois que c'est le début d'une amitié qui commence comme ça. Je parle de Badier. Ah oui. Ah oui. Ouais. À plus. Bien fini, moi. Merci. Ouais. Bien, je donne la parole à Théo et non, c'est pas Théo, c'est Oh
Papa, c'est comme le Yoruba. Ami, tu sais, c'est Tom le Yoruba. Nous emboîtons le pas à M. Kofi Yamian. Oui. Moi, je suis un peu derrière lui. Oui. Donc, la mémoire n'est plus tellement fidèle. Hein? Oh, il faut tâtonner avant de retrouver les mots, quoi. Vu le combat que vous menez et l'ardeur que vous y mettez encore, ben on voit que c'est peut-être dans la vieillesse que la jeunesse réapparaît. Tout à fait. On va dire. Alors, je salue notre grand ministre, celui que nous venons supporter quand vous étiez ministre dans les années 80, 90, quand les grands moments allaient mercredi à l'Assemblée, le petit Togolais, quand il y a les gros dossiers là dans les affaires sociales et on savait qu'on allait vous embêter, on débarquait en force pour essayer d'avoir une place dans les tribunes et haranguer un peu la foule quand vous leur répondez avec une droiture telle et une éloquence telle que ça nous galvanisait tous et on applaudissait. Et à la fin de ces séances-là, on sortait, on cherchait à vous voir passer dans les allées et surtout dans la salle des parts perdues et avec grande fierté. Donc, ce sont des moments de notre jeunesse. On se formait à l'époque. On n'avait pas totalement fini. Et je vous remercie pour ces grands moments. Grand combat aussi que vous menez pour le Togo et l'hommage que vous avez rendu aujourd'hui à Sylvanus avec notre mon doublement compatriote Joël, l'homme qui a fait vaciller au vieux port de Boréal le pauvre Macron, jouant l'interpellant, donc qui est un grand combattant aussi. Malheureusement, il est descendu, il n'est pas là. Je n'aurai pas tellement de questions à vous et je voulais juste ne plus revenir sur Sylvanus Olympio. Il y a de grandes personnalités qui aujourd'hui ont pondu des tribunes fortes que j'exhorte beaucoup de gens à les lire et compléter tout ce que vous avez dit aujourd'hui et surtout de le remettre dans le contexte de la situation lamentable dont se retrouve notre cher pays, le Togo, pour que nous puissions, cette fois-ci, ne pas rater cette victoire attendue. Et que nous soyons tous au rendez-vous que vous nous donniez tout à l'heure, tous à Lomé, bientôt. Voilà ce que je vais dire pour faire court. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons tous, et nous essayons de lever la voix là-dessus, pour que, enfin, l'union se fasse, non seulement dans la diaspora, mais aussi avec les acteurs du terrain qui sont actuellement au Togo et qui continuent le combat à leur manière aussi. Si nous y parvenons, et je sais que vous y travaillez, et Joël aussi y travaille, et tout le monde se met ensemble, je pense que cette fois-ci et cette année, nous verrons coûte que coûte la fin de ce régime qui n'a que trop duré. Et c'est cela que je voudrais que de temps en temps, Papa Ali te convie ici avec bien d'autres, Joseph Takeli aussi, professeur Issifou aussi présent aussi, je leur dis bonjour, et tous les autres qui peuvent œuvrer à cela pour que cessent les dissensions et que l'objectif principal soit ciblé et que l'on obtienne cette victoire cette année. Je voudrais réellement vous revoir cette fois-ci, pas chez d'autres, mais au Togo, pour que vous puissiez respirer à nouveau
nous respirions tous à nouveau cet air pur de l'ordre de l'humanité qu'ils ont essayé de dévaster en partie, mais qui est reconstructible et le plus rapidement possible. Tel est mon souhait et je le souhaite aussi, bien sûr, à Papa Ali. Hein, c'est l'objectif. On en parle tout le temps et c'est l'objectif. Donc, s'il vous plaît, œuvrez et continuez tous pour que cette conversion se fasse très rapidement et que la lutte commence enfin, la grande bataille et la bataille finale. Merci beaucoup à vous tous. Tom le Yoruba, bien qu'il soit togolais. Merci beaucoup, petit frère. Ça, c'est très encourageant. Je sais que il y a parmi vous, parmi nous, beaucoup de gens qui espèrent que ce jour-là arrive et il arrivera. Merci à vous. Oui, merci pour votre témoignage. Voilà. Okay. En tout cas, merci. Et Papa Ali, on peut me descendre si d'autres veulent prendre la place. Hein. Malheureusement, Joseph n'est pas là, mais on est tous canadiens, donc on se recroisera. Tout à fait. Je ne voudrais pas retenir très longtemps Monsieur Yamyan. Il est fatigué comme moi et on va le laisser aller se reposer. Donc, ceux qui sont sur le plateau, peut-être on prend encore une seule personne et c'est fini. Bon, j'ai vu Éloi, il est retombé. Si on peut remonter Éloi, s'il est en bas, on le remonte. Et puis, ceux qui sont déjà sur le plateau, on termine avec eux. Bien, la parole est au professeur Ishifu. Bonsoir, mon neveu, ou c'est bonjour, bon, selon l'endroit, le lieu où vous êtes. Donc, vous êtes en Amérique, c'est... bonsoir. Bonsoir, mon oncle. Je suis présentement à Pia. Quoi? Je suis à Pia. Pia qui? Pia d'Amérique. Ils sont capables de tout. Hein. Ils peuvent créer un petit village Pia en Amérique. Donc, si toi, tu y vas, bon. Peut-être que moi, je vais cesser de t'écrire. Hein. Ah bah moi, je suis dans ça. Pia déjà demain. Hein. Je ne prendrai plus tes appels. Ah non, il ne faut pas prendre. Alors, bonsoir, doyen Kofi Yamyan. J'étais juste monté pour vous dire bonsoir. Je ne pouvais pas ne pas monter parce que vous avez fait un bon programme ce soir. Merci beaucoup pour ça. Vous êtes déjà fatigué, je le sens, donc je ne vais pas poser trop de questions. Ma seule question est celle-ci. L'Iran aujourd'hui c'est pas sur le marché, tout le monde en parle au niveau de l'Europe. J'ai vu même qu'aujourd'hui au Parlement de l'Union européenne, on a exclu ou on a interdit aux diplomates iraniens d'y être ou bien d'y venir. Donc, bon, et moi je dis ceci. Je sais que la révolution iranienne peut prendre et elle peut réussir, mais je ne souhaite pas qu'elle réussisse avant celle du Togo. Je suis pressé parce que c'est comme si, bon, quand au Togo ça chauffe, on tabasse, on tue, il n'y a pas tellement le même intérêt que nous voyons aujourd'hui de partout vis-à-vis de l'Iran. Est-ce la faute à nous ou bien, bon, ce que nous n'avons pas, ce que l'Iran a? Je sais que l'Iran, c'est un grand pays par rapport au Togo. Mais est-ce que cela peut expliquer le double... disons un instant. Mon modérateur, il faut pas le mettre en sourdine. Je l'ai bloqué. C'est tout. Des gens comme ça, je ne les veux pas sur ma page. C'est des envoyés de l'autre bord. Si quelqu'un de l'autre bord et qu'il vient ici, il fait de bons commentaires parce que nous voulons la contradiction. Mais s'il va dans l'autre sens et se met à injurier mes invités,
Je ne le tolérerai pas. Je l'ai bloqué. Voilà. Allez-y, professeur. Ouais, il faut savoir que très souvent, les gens de l'autre bord sont mal éduqués. C'est ça aussi le problème. Bon, donc, je fais un commentaire en passant. Donc, doyen Kofi Yamnian, bon, qu'est-ce qui fait que chez nous, quel que soit ce qui se passe, même les pires, on n'a pas le même, c'est pas la même attention du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on puisse avoir la même attention du monde? Parce que on a vu que les mouvements passés quand même, et oui, il est vrai qu'il y a eu mais il n'y a pas eu de réaction comme celle qu'on est en train de voir maintenant vis-à-vis de l'Iran. Alors que le régime togolais pratique la même chose. On tabasse à mort, on casse les os, on fait tout, on fait disparaître. Et bon, on en parle, mais c'est comme si, bon, pour nous, les gens ne sont pas tellement pressés à condamner et à faire des choses concrètes par rapport à ce qu'il faut faire à ce régime criminel. Merci. Merci, professeur. Je ne savais pas que tu étais là. C'est gentil d'être là. En réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas analyser cette histoire. Ou plutôt, je n'ose pas penser ce qui est peut-être la réalité. La réalité brute à laquelle je pense, c'est les nègres se battent entre eux, vous n'avez qu'à les laisser se battre. Parce que ce n'est pas possible. Tous les mots qu'on a utilisés, y compris moi, comment j'ai travaillé pour promouvoir la liberté, l'état de droit, partout dans le monde. Et partout dans le monde, la France, en tout cas en ce qui concerne la France s'inquiète. Elle pose des questions. En tout cas, les leaders politiques, ils s'inquiètent. Quand on parle de l'Afrique, jamais ils s'inquiètent. J'ai même vu des responsables, pas seulement socialistes, hein, mais de droite, me dire, mais Kofi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas togolais, tu es français, laisse-les se démerder entre eux. J'ai entendu ça. Et parce que je ne peux pas comprendre avec une intelligence normale moyenne, comme la mienne, que quand un pays se passe, quand il se passe des événements, que ce soit dans les pays arabes, que ce soit dans l'Orient, que ce soit à Hong Kong, ou chez les Blancs, de façon générale, tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Quand on parle d'Afrique, personne ne dit rien. Parce que depuis le temps que Biya est président du Cameroun, il a 93 ans, il vient d'être réélu. Enfin, réélu. Personne ne dit rien. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parce que quand je suis avec eux, ils sont comme moi, ils sont normaux. Et pourtant, je pense qu'ils ne sont pas normaux. Un pays comme le Togo,
qui tue, qui bafoue, qui viole, qui pique les sous et tout ça, et personne ne dit rien, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Moi, je vous dis ça. Moi, j'ai vu Macron lui-même, hein. J'ai vu plein de ministres, j'ai vu Mitterrand. Et voilà. Mais bon, ça change rien. Ça ne change rien. Bien, Merci. Joël, entre-temps, tu n'étais plus là. Oui. Est-ce que tu as un mot à placer? Puis on passe à... Là, Joël. Oui, je voudrais bien répondre au dernier intervenant et enchaîner sur ce que le président vient de dire. Si la communauté, entre guillemets, la communauté internationale ne réagit pas face aux dérives autoritaires dont souffrent nos populations ou à la grande souffrance qui s'abat sur nos populations, c'est parce qu'ils n'ont aucune considération pour nos peuples. Et nos pays sont considérés aujourd'hui comme des réserves de ressources naturelles que n'importe quelle puissance occidentale peut aller puiser en autant qu'ils se donnent les moyens d'aller le faire sans être inquiétés, sans être, arrêtés. Et ce manque de respect-là doit commencer par changer. C'est ce que nous voyons les pays de l'AES faire, mais il faut que l'Afrique dans son ensemble se mobilise et que dans le concert des nations, le problème soit posé sur la table. Oui, nous sommes allés clamer notre panafricanisme, notre exigence de réparation pour l'esclavage et tout ça, mais nous voulons aussi être capables de faire réagir la communauté internationale sur le vif, sur le présent, sur le hic et le nouk, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant et ce que nos populations vivent aujourd'hui. Le secrétaire général des Nations Unies doit arrêter d'être ridicule comme moi je le vois depuis un certain temps et de se taire et de ne réagir que quand les grandes puissances se mettent à se battre entre elles. Et pourquoi pas pour les pays africains? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Et pourquoi quand on va les voir pour les problèmes de nos pays, ils font comme s'ils ne nous ont pas entendus? Le peuple togolais, la jeunesse est allée aux Nations Unies dernièrement avec le dossier des prisonniers politiques et d'autres revendications, un mémorandum entier. Et les Nations Unies n'ont rien fait. On a demandé qu'ils délèguent une mission d'observation. Rien n'a été fait. Ils se moquent de nous. Ces gens-là se moquent de nous. Que valent les pays africains aujourd'hui pour la communauté internationale et surtout pour l'Organisation des Nations Unies? Est-ce que nous sommes juste là pour remplir les bancs et remplir les salles de conférence pour qu'ils disent que le monde entier était là? Mais non, c'est parce qu'il manque de respect au peuple d'Afrique et ils ne veulent pas nous compter parmi les nations et les pays qui comptent. Et c'est pour cela que l'Afrique doit s'unir et se donner les moyens de peser dans la politique, la géopolitique internationale. Si nos minerais stratégiques sont importants, nos peuples le sont plus. Nos peuples le sont plus. Et s'ils n'ont pas de respect pour la vie humaine, je ne vois pas quel intérêt nous avons à les laisser venir dealer avec nous sur nos ressources. Et ça, il faut que... malheureusement, nous n'avons pas de président ou de dirigeants dignes à la tête de nos pays. C'est des gens tout simplement sans aucun fond. Ils sont vides, ils n'ont aucun sens de la dignité. Et ils sont là pour tout simplement... Parce qu'ils sont pour la plupart des illégaux, des corrompus, des mal élus. Donc, ça fait que ils savent sur quel terrain aller négocier. Est-ce que vous vous adressez à tous les présidents? Pour la plupart d'entre eux, je les ai appelés un syndicat de chefs d'État corrompus. Alpha Condé a réagi en disant nous ne sommes pas des syndicats de chefs d'État corrompus. Ils le sont. Ils le sont parce qu'ils sont incapables de se tenir droit devant ces puissances-là lorsque les intérêts de nos pays sont en jeu. Ils le sont parce que nos minerais sont bradés. Ils sont incapables de construire des routes. Ils sont incapables de soigner leur population. Mais tout le temps, on nous cite toujours parmi les pays les plus riches en manganèse, en ceci, en cela. Mais on ne nous a jamais cité comme référence en matière d'éducation ou bien de soins de santé. Et pourtant, en 1933, le Togo était le pays le plus scolarisé d'Afrique. En 1933. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça encore du Togo ou d'un autre pays en Afrique? Non. Et alors?
c'est comme s'ils n'ont pas honte, ils n'ont même pas honte. Ces gens-là, ils n'ont aucun scrupule et ils ne sont pas dignes de nous représenter ou de voire même diriger les Africains. C'est ce que moi je pense. La faute n'est pas à la communauté internationale en premier. La faute est à ces gens-là, ces vauriens, hein, ces farfelus qui s'asseyent sur le cou des peuples. Regardez Faure Gnassingbé au Togo. Il est là tout le temps à se promener partout. Personne ne le regarde. Trump aurait même pu lui cracher au visage parce que le gars, il ne le comptait même pas, il ne le considère même pas parmi les gens. D'abord, vous avez un territoire tout exigu, tout petit. Et maintenant, vous avez des gens de valeur, vous les cultivez matin, midi et soir. Et vous-même, maintenant, vide en tout, vous allez vous asseoir devant ces gens-là alors qu'ils savent que vous n'avez rien à dire. Vous ne réfléchissez pas, vous n'avez rien à apporter à la communauté internationale. Vous voyez, c'est là le problème du Togo et de l'Afrique. Merci Joël. Il y a notre ami qui veut s'en aller, il a une urgence, il veut dire deux mots, donc on lui donne la parole. Mba, salut. Bon. Monsieur Mba. Je crois avoir vu Éloi Kousaou. Merci beaucoup, doyen. Non, je donne la parole selon la venue des amis. Bien, allez-y, Mba. Oui. Merci beaucoup. Merci au président et au vice-président pour la clarté de leur présentation. Je remercie Joseph Takeli. C'est Napo à l'appareil. Le petit dont Joseph parlait, c'est bien moi. Et c'est un exemple de plus. Et pourquoi moi tu ne pour faire comprendre aux gens que... Bah. Non, je viens. Je n'ai pas encore... C'est à la fin. Vas-y. Avant de partir, je vais remettre la cola au propriétaire de la maison. Donc, vraiment, c'est une fierté d'entendre ce que j'ai entendu ce soir. Et je pense que les gens comprendront dans quelle logique nous sommes. Et les gens cesseront de nous opposer les uns contre les autres. Nous avons la même vision, celle-là de faire tomber un régime Sérélac. Un régime violent, un régime qui opprime. Aujourd'hui, je pense que nous n'avons plus droit à l'erreur. Et je vais lancer cet appel-là à ceux qui sont dans la division et la diversion de cesser ça et de se mettre derrière l'idée qui est aujourd'hui la mieux partagée, qui est celle de prendre les responsabilités de tous les Togolais, prendre les rues pour qu'enfin nous puissions en découdre avec ce régime-là. Toute autre chose, mieux que ça, ne sera que diversion, division et amusement. Parce que cet amusement-là a trop duré, il nous faut passer à autre chose. Les gens pensent que la rue ne peut plus apporter grand-chose. Et comme vient de dire le professeur, vous voyez ce qui se passe en Iran? C'est la force de la rue, ça. Comme l'a dit Joël, les gens pensent que ça ne va plus jamais se passer. Plus jamais le 17 août. Plus jamais le 19 août. Mais ça peut partir d'une petite rue. Ça peut partir d'un petit problème de quartier ou de famille. Et ça peut aboutir à vraiment beaucoup de choses. Donc nous attendons à cela. Et c'est des émissions comme celles que vous venez d'animer qui peuvent nous conforter davantage sur ce que nous pensons de l'avenir du Togo. Puis c'est de ça il s'agit. L'avenir du Togo nous interpelle, nous tous. Et il faudrait que nous nous mettions vraiment ensemble, que les divisions cessent, que les gens qui sont dans les petits calculs-là cessent. Nous voulons remettre la force au peuple. Et quand on remet la force au peuple, nous remettons le pouvoir au peuple pour que le peuple en soit le seul détenteur. Contrairement à ce que les gens nous font manger et vivre aujourd'hui. On nous fait manger ce que nous ne voulons pas manger, on nous fait boire ce que nous ne voulons pas boire, on nous fait penser comme on ne veut pas penser. Donc il est temps que nous donnions la force au peuple pour que le peuple puisse prendre vraiment ses responsabilités.
Je lance cet appel donc à ce peuple-là, à la jeunesse et à nous, qui sommes au niveau des âges intermédiaires et à ceux qui sont au niveau des âges avancés, que nous nous mettions ensemble comme un seul homme pour dire trop, c'est trop et mettre ce régime-là hors d'état de nuire. Vraiment, doyen, je sais pas, je voulais te parler Kotkoli ça, mais ça risque de frustrer. Mon Kotkoli là, il est trop bassard. Donc, ton cola là, je ne sais pas si c'est cola blanc que tu aimes ou c'est cola rouge que tu aimes. Je dépose ça sur la table pour cette émission que tu as pu organiser et que tu organises toujours pour nous tenir en haleine à cette heure que vous passez en Europe. Vraiment que Dieu vous le rende au centuple. Continuez comme ça et c'est ça qui va permettre à ce que le peuple finalement puisse se lever quand on voit les gens comme vous d'un certain âge avec les cheveux blancs qui n'abandonnez jamais. Je pense que la jeunesse ne peut pas être du reste. Merci à vous pour tout le travail et continuons comme ça. Je suis sûr que c'est au bout de ces efforts-là que nous allons avoir ce que nous allons avoir. Force à vous. Force au doyen Nyanyam, force au premier vice-président et force à toutes les forces en lutte. Si nous nous mettons ensemble, le régime va craquer. Si nous nous mettons ensemble, le régime tombe le lendemain. Donc mettons-nous ensemble réellement pour que le régime là tombe demain. Merci. Je suis en train d'aller quelque part rapidement, mais je serai en train de vous écouter. Je voulais rester longtemps. Merci, et je t'inviterai avec André Badier. Vous serez les deux sur le plateau. André Badier, oui, André Badier, c'est un grand frère. Vraiment, j'ai oublié de lui jeter aussi des fleurs. C'est un grand frère très respectable qui travaille avec nous ici, avec tout ce qu'il a comme énergie, tout ce qu'il a comme conseil. Nous travaillons ensemble. On s'est mis dans beaucoup de petits groupes pour organiser la diaspora ici. Et je sais qu'il en est pour quelque chose si nous avons abouti à ce que nous avons pu aboutir ici. Je ne vais pas oublier, il a dit quelque chose de très important. Grâce au président Nyanyam, moi, quand j'étais en terminale, j'avais 40 livres. 40 livres. Wow. 40 livres, maths, physique, sciences, toutes les matières. Tu ne peux pas avoir fait lycée Bassa et du coup tu as manqué de livres. Je suis sûr que dans les années 80-90, c'est le seul lycée où il y avait un laboratoire. C'est le seul lycée, il y avait tous les livres. C'est le seul lycée, on peut, grâce à lui. Donc aujourd'hui, quand les gens tentent de le diminuer, comme quoi il n'a rien apporté pour le Togo, comme quoi il n'a pas construit de grandes villas pour que les gens puissent voir, ce qu'il a construit, c'est nous comme ça. Ce qu'il a construit, c'est aujourd'hui ceux qui sont même dans le gouvernement. Il y a beaucoup qui se reconnaissent avoir bénéficié un peu de ce qu'il a apporté. Et je me rappelle que vers la fin des années 90, tout ce qu'il a envoyé à Bassar a été systématiquement détourné sur Kara. Ce qui n'est pas mauvais parce que effectivement la bibliothèque de Bassar était remplie. Il fallait trouver quelque part où déporter. Mais là-bas, c'était des détournements. Pour être honnête, qui arrivait, on dit que non, Bassar ne mérite pas. Il faut envoyer ça à Kara. Nous, on a souffert de ça, mais et comme c'est un partage de connaissances, ça a été toujours une bonne chose. Et c'est la force de la dictature, mais qui a pu profiter peut-être à certains qui étaient à Kara et qui n'ont pas su, qu'aujourd'hui seraient en train de penser que le président Nyanyam n'a rien fait pour le Togo. Il a beaucoup fait, des forages, hein, des cases d'électricité, des cases de santé. Ben, il n'en a pas fait pour lui-même, mais il en a fait pour toute la population. Donc, un grand merci pour lui, un grand homme que nous devons chérir et soutenir pour qu'il puisse toujours être avec nous et partager ce qu'il a avec nous pour qu'enfin il puisse voir ce changement-là arriver avant de partir. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas vous reposer la parole. Merci, Mbadjoua. Merci beaucoup. Merci pour cette reconnaissance. Merci, c'est gentil, vraiment. Bien. Alors, le suivant sur la liste, c'est... Ou bien Joël, vous voulez dire quelque chose? Non. Oh non, après. Ok. MA sur le plateau, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali, monsieur Mota. Mes respects. Bonsoir. Mes respects aux panélistes, à nos présidents,
à nos grands lutteurs, des gens qui nous ont inspirés à un moment de notre vie, de jeunes Togolais. Je vous salue. Monsieur Ali, encore une fois, je suis jamais monté sur ce panel, mais c'est les Togolais, mes jeunes frères, qui m'ont interpellé. Surtout, c'est à cause de notre, nous on peut le dire, notre papa Kofi Nyanyam. Ouais. Oui, c'est à cause de lui que je suis chez toi aujourd'hui, Monsieur Mouta. Et merci pour ce panel, merci pour le boulot que tu as bas pour, surtout à nous, la jeunesse togolaise. Parce que en vous voyant déjà, on sait là où vous, c'est à nous que les boulots que vous faites. Moi, je le dis que c'est pour la jeunesse que vous vous battez encore. En vous voyant comme ça, avec vos âges et vos responsabilités, on vous dit merci. Merci. Si je peux me le permettre d'aller directement avec ma question à notre tonton. Ok. Tonton Nyanyam, nous la jeunesse togolaise. Come in your room to check it. Welcome to take medicine. Okay. Professeur, votre micro. Ok, merci, monsieur Mouta. Professeur, voilà. Okay. Oui, allez-y. Ok. Donc, nous, la jeunesse togolaise, bien sûr, cette jeunesse qui a tant souffert par la barbarie, je dis bien la barbarie de Fagne Sibé. Nous, cette jeunesse consciente qui avions décidé, moi sur TikTok, certains sur le terrain, et je vous mens pas. J'assume ce que je dis. Moi, je suis sur TikTok, mais j'ai des gens sur le terrain qui souffrent comme moi, qui sont prêts comme moi à franchement finir avec cette gouvernance, cette barbarie de Fagne Sibé surtout. Monsieur Kofi Nyanyam, nous aimerions comprendre, est-ce que le mouvement MLN est un mouvement de révolution contre Fagne Sibé ou c'est juste un parti politique? Bon, je vais le mettre sur le grand écran. Le MLN n'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est-à-dire que nous acceptons de venir chez nous parce que nous sommes tolérants, nous sommes comme ça. Celui qui a des idées à donner vient et il donne. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement politique. Mais on n'a pas, on a créé ce mouvement-là pour une seule raison. Une seule raison. C'est le départ de la dictature. On ne veut rien d'autre que ça. Le départ de la dictature. Donc, on peut conclure qu'on est contre Faure. Et c'est exact, on est contre lui. Parce que c'est un dictateur. Nous voulons un état de droit là où la personne humaine compte. On ne veut plus de gens qui sont tabassés, qui sont emprisonnés, qui sont tués, qui sont malheureux, qui sont pauvres parce qu'ils ne peuvent même pas se soigner, parce qu'ils ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. C'est pour ça. Et nous voulons qu'il s'en aille. Il a fait assez de mal comme ça à ce pays. Il a fait assez de mal. Voilà. Et donc, tous ceux qui pensent de cette façon-là, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est pas parce que... Non, on constate, on voit les Togolais tous les jours. On les voit tous les jours.
Quand je vois des images qui montrent des petites filles qui vont au marigot pour prendre de l'eau, en fait, un mélange de boue et d'eau, et qu'ils utilisent pour se faire à manger, pour boire, mais c'est un péché grave. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Mais pour ça, il faut qu'il s'en aille. Point à la ligne. Et nous l'obligerons à partir. Merci beaucoup, tonton. Ça a été un plaisir. Hein. Ça a été vraiment un plaisir. Maintenant, ma deuxième question, puisque la première, elle est répondue. Ma deuxième question, c'est que, est-ce que dans votre... Et je m'excuse, hein, je n'ai pas l'habitude de poser des questions aux gens. Tout dans cette révolution, on peut continuer. Monsieur Nyanyam, mais vous représentez un secteur... Joseph, votre micro. Oui. Oui, ok. Donc, je disais à M. Kofi Nyanyam que vous représentez aujourd'hui, dans cette lutte, un bouclier. Ok? Un bouclier. Bon, je vais aller terre à terre pour qu'il y ait des amis qui m'écoutent aussi. Je suis dans cette révolution sur TikTok. Je fais aussi des lives. J'organise aussi des Togolais. J'explique aussi la révolution. Mais il s'est fait que j'ai participé au panel de beaucoup de mouvements aussi. Bien sûr, je l'assume. Mais présentement, comme c'est MC6 qui vraiment a la flamme, je suis avec eux, je participe à tout ce qu'ils me demandent, bien sûr. Je ne décide rien du mouvement, mais tout ce qu'ils me demandent, je le fais sur mon panel aussi. Mais il s'est fait que certains sont venus aussi vouloir m'attaquer du fait que pourquoi je soutiens MC6 et que je sais que derrière c'est MLN qui est avec eux. Je sais que vous savez, c'est pas une polémique, hein, c'est une amertume pour moi de sortir ça. C'est pour ça, c'est pour cette raison même que les amis ont voulu que je vienne parler directement avec toi, que ce serait mieux. Maintenant, écoute, tonton, nous ne sommes que des jeunes qui veulent un changement dans notre pays. On veut juste arrêter la barbarie sur nos têtes. Maintenant, à chaque fois qu'on supporte un mouvement, il y a le mouvement, le nom du mouvement MLN, qui vient toujours pour nous accuser du fait que vous n'êtes pas des révolutionnaires. Emma, toi, tu prônes la révolution. Toi, tu as demandé aux Togolais de faire ceci, de faire cela. Et je l'assume. Pourquoi tu supportes un mouvement qui a pour partenaire MLN qui n'est pas révolutionnaire? Parce que ce que nous aussi on propose, on le dit sur notre panel. Je ne le dis pas chez les autres. Mais je le dis sur mon panel. Nous aussi on propose des choses. Puis, par exemple, nous on a remarqué que Fonya Sigbe c'est la barbarie qu'il a amené. C'est des fusillades. C'est de l'assassinat. Fonya Sigbe, on a remarqué que c'est un sanguinaire. Pas plus qu'hier. Il a encore libéré des prisonniers, des jeunes Togolais qui n'ont rien fait. Maintenant, il est en train de les torturer, de leur dire il torture. Premièrement, il a torturé ces petits. Les petits sont allés en prison. Maintenant, dehors, il les torture aussi. Il leur propose de lui dire qu'il est le meilleur, que Fonya Sigbe c'est bon. Et vous allez voir sur des panels, des jeunes comme ça sont en train de se comporter comme ça sur ces panels. Ça, c'est des tortures que Fonya Sigbe intègre de leur... Ça y est, c'est double torture, je l'ai dit hier sur mon panel. Maintenant, monsieur Nyanyam, je veux que tu sois clair. Pas forcément pour moi, hein, pour le public qui nous écoute. Le mouvement MLN est pour toutes les actions révolutionnaires contre Fonya Sigbe. Si c'est possible, oui, tu peux nous répondre. Si ce n'est pas possible aussi, tu peux ne pas répondre aussi. On le prendra comme une réponse quand même. Merci beaucoup, tonton. Ce serait ma dernière question, je pense. Alors, c'est très bien parce que
dans la manière que nous avons eue pour créer MLN, on l'a dit clairement, créer MLN, c'est d'abord deux parties. La première partie, on veut unifier toute la diaspora mondiale. On ne veut plus que nos enfants, nos jeunes, nos parents qui sont dans la diaspora partent en rang dispersé. Parce que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons rendre un service très important. Je ne parle même pas de la révolution, je parle des services à rendre aux gens. Et le deuxième côté, c'est réunifier tous les mouvements et partis d'opposition sur le territoire national qui se fait gruger à chaque élection et qui voit bien que ça ne peut pas fonctionner. Mais il continue. Nous, on n'est pas fatigués de les appeler, de leur dire il faut arrêter parce que ça ne marchera jamais. Bon. Et quand on a réunifié la diaspora et le territoire national, alors nous sommes capables de lancer le mouvement qu'il faut pour que Faure s'en aille. On ne lui veut pas de mal, hein. Nous, on ne veut pas le tuer, on ne veut pas de ça. On veut simplement qu'il dégage. Qu'il dégage. Et quand il est parti, on n'a pas laissé un vrac derrière. On est organisé de sorte que ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui Faure s'en va, il n'y aura pas une seule journée de vacances du pouvoir, parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à révolutionner ce pays, à montrer un autre chemin. Ce n'est pas parce qu'on sait plus que lui, non, c'est parce que on est sans doute plus conscient. Moi, j'ai chassé des rats et des souris. J'ai cultivé l'igname, le manioc. Faure, qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire rien. Il ne sait rien faire. Mais j'ai fait des études aussi. Et j'ai fait des études meilleures que lui. Parce que son diplôme qu'il a raconté à Yadema, qu'il a, je sais pas quoi, comment on appelle un MBA, qu'il a un MBA aux États-Unis. Mais nous, on est allé vérifier. Hein. Un MBA de l'université de Georgetown. De Georgetown, à Washington. On est allé vérifier. Il a commencé par dire qu'il était à Paris. C'était quelle université déjà? Sorbonne, Paris-Dauphine. Paris-Dauphine. Alors, lorsque il est devenu président, il y a le patron du Canard enchaîné qui m'appelle. Monsieur le ministre, vous avez vu la gueule de votre président? Je dis quel président? Non, bon, c'est pas le vôtre, mais le président du Togo. Alors, j'ai dit, oui, j'ai vu. Mais il est vraiment diplômé de Dauphine? J'ai dit, mais monsieur le directeur, c'est toi le journaliste ou c'est moi? Si c'est toi le journaliste, c'est à toi d'aller faire l'enquête. C'est à toi de me dire s'il est vraiment diplômé
de Dauphine, et c'est pas à moi de te le dire. Il dit non, mais j'ai vérifié. Il n'a jamais été inscrit à Dauphine, pas même pour un poste de balayeur. Est-ce que je peux apporter... Et il s'en va à Washington. Il se trouve qu'à Washington, quand j'étais petit, quand j'étais en classe de 3e, j'avais une professeure d'anglais qui était une Américaine, Miss Mammon. Et mon ami Charles Quist, qui était avec moi de la 6e à la terminale, qui est maintenant médecin gynécologue à la Martinique, me reçoit un jour à Fort-de-France et me dit donc aux filles, tu sais quoi? Non, il dit, j'ai rencontré Miss Mammon. Ah oui, où est-ce qu'elle est? Elle est à l'université de Georgetown à Washington. Et comme elle est là-bas, j'en ai profité pour lui demander si Fort avait fait un diplôme MBA à Washington. Elle répond, mais non, non. Il est venu ici s'inscrire pour faire un diplôme, un CAP de mécanographie. Vous savez ce que c'est? Il est après tapé à la machine. C'est ça un CAP de mécanographie. Comme il avait beaucoup d'argent et que les États-Unis, ça fonctionne comme ça, il a vu quelqu'un à qui il a acheté son diplôme et il est allé montrer à son père, il dit voilà, je suis, tu vois, MBA, c'est mon nom et tout. Et l'autre, qui ne sait pas plus de quand il est né, il a raconté à tout le monde que son fils est diplômé de Washington. Il n'a aucun diplôme. Quand j'ai dit ça, j'ajoute tout de suite que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas intelligent. J'ai jamais dit ça. Moi, quand j'étais ministre en France, j'ai